Très bien. Alors, a priori, c'est parti. Voilà. Donc, bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir de faire cette présentation-là, de vous parler du plan de connectivité écologique, qui est un projet qui nous est vraiment cher au sein de l'équipe de Corridor Appalachiens. Alors, merci d'être là. Il y a beaucoup de noms qu'on reconnaît, hein, des partenaires, des gens du coin. Alors, ça nous fait vraiment chaud au cœur que vous soyez avec nous aujourd'hui, que vous soyez de la région ou d'un peu plus loin. Ça nous fait plaisir de parler de ce projet-là. Merci beaucoup, Frédéric, pour l'introduction, pour la technique. Je veux aussi juste préciser que ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le fruit d'un travail important qui s'est déployé sur plusieurs années au sein de notre équipe. Et tout récemment, il y a eu particulièrement beaucoup d'efforts qui ont été consacrés par toute l'équipe d'acquisition de connaissances. Notre biologiste Victor Grivenier-Dumoulin qui a rédigé ce plan et des membres de son équipe. Et le tout a été dirigé par Clément Robidoux. Alors, je vais faire la présentation, mais évidemment, Clément est pas loin. C'est notre directeur de la science de la conservation et il va se joindre à nous pour la période de questions pour répondre avec moi sur des questions un peu plus techniques. Alors, c'est parti pour cette présentation. C'est toujours un peu intimidant, même si on a l'habitude de présenter, de réaliser qu'il y a autant de gens qui nous écoutent en même temps. Là, je regardais tous les participants, donc c'est vraiment une belle assistance. On est un peu impressionnés. Alors, merci d'être avec nous encore une fois. Alors, pour commencer, un petit mot sur l'organisation qui est Corridor Appalachiens. Le Corridor Appalachiens, c'est avant tout une équipe de passionnés. Hein. Au fil du temps, on a développé une expertise en conservation des milieux naturels, en création d'aires protégées en terre privée, en sciences de la conservation, mais c'est avant tout une équipe animée, passionnée de la mission. Et vous avez ici quelques visages, les représentants des membres réguliers de l'équipe de Corridor Appalachiens, donc des biologistes, géomatiques, comptabilité, des responsables aux communications, des gens qui font l'interface avec les propriétaires fonciers. Donc, vraiment toute une équipe polyvalente qui met en œuvre jour après jour toute la panoplie de projets qui nous animent. Et également, nous sommes assistés, gouvernés par notre dynamique et diversifié conseil d'administration. Donc, vous voyez que les principaux membres ici, et on a eu la chance d'avoir deux nouvelles personnes au sein de notre conseil d'administration. La personne de Michel Turcotte, qui s'est jointe au dernier AGA, qui est l'ancienne mairesse de Saint-Étienne-de-Bolton, ainsi que Jean-François Girard, qui est un éminent avocat et biologiste, donc un avocat spécialisé en droit de l'environnement. Alors, voilà notre beau conseil d'administration. Comme Frédéric l'a mentionné en ouverture, le plan de connectivité, oui, c'est un projet qui est porté par Corridor Appalachiens, sur lequel on travaille depuis vraiment plusieurs années. Mais tout ça, cette vision-là, puis les ramifications, la rencontre d'aujourd'hui, etc., fait partie d'un mouvement qui est beaucoup plus large que ce qui se passe ici sur le territoire des Montagnes Vertes, sur le territoire d'action de Corridor Appalachiens. Donc, ça fait partie d'un grand mouvement qu'on appelle l'IQCE, ou l'Initiative québécoise des corridors écologiques. Alors, c'est un projet qui est chapeauté par Conservation de la nature et qui comporte 10 maîtres d'œuvre répartis dans autant, sinon 11 régions du Québec et qui a pour but vraiment de sensibiliser, de faire parler de la connectivité, de cet enjeu-là, de son importance, puis de rejoindre vraiment tout un éventail de parties prenantes pour faire avancer la prise en compte de cet enjeu-là pour le Québec. Alors, je vais commencer, je fais un pas de recul, hein? On sort du territoire des Montagnes Vertes. Je vous amène sur cette carte-là qui représente évidemment une carte d'une portion, l'essentiel de l'Amérique du Nord. Donc, ça va du nord du Mexique, puis jusqu'à une bonne partie du Canada. Et donc, ce qu'on voit sur cette carte-là, c'est une animation. En fait, on voit représenter des déplacements. Donc, vous voyez une animation, là, il y a des mouvements en jaune, en bleu, en rose. Et ça représente la simulation
des déplacements fauniques que les espèces vont devoir réaliser sur le territoire en raison des changements climatiques. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que puisque le climat change, ça change les conditions de vie biophysique sur le territoire et ça incite les espèces à retrouver de nouveaux habitats, de nouveaux lieux qui sont propices pour répondre à leurs besoins. Alors, ce que la science nous dit, c'est que les espèces vont être appelées à se déplacer à un rythme sans précédent dans l'histoire de l'humanité en raison des changements climatiques. Donc, on peut voir sur la carte, sur l'animation, en jaune, c'est les déplacements anticipés par les amphibiens, en bleu par les oiseaux et en rose mauve par les mammifères. Donc, c'est assez impressionnant. C'est sur une échelle quand même de temps assez longue, cette simulation-là. J'attirais votre attention sur ce qui se passe dans la portion est de cette carte-là, donc dans l'est de l'Amérique du Nord. Donc, vous comprenez qu'en raison de la présence de grandes étendues d'eau avec les grands lacs, la présence de l'océan Atlantique, donc on voit qu'il y a une espèce, une zone qui fait un peu entonnoir entre les grands lacs et l'océan Atlantique. Donc, en fait, le territoire physiquement est limité et ça fait en sorte que ça fait une espèce de zone comme un goulot d'étranglement par lequel de nombreuses espèces vont devoir transiger pour répondre à leurs besoins et pouvoir s'adapter au changement climatique. Fait qu'on comprend, ça nous laisse comprendre l'importance stratégique de la zone du nord de la Nouvelle-Angleterre et du sud du Québec comme lieu critique pour permettre l'adaptation des espèces au changement climatique. On change d'échelle. Je vous amène dans l'écorégion des Appalaches nordiques et de l'Acadie. Donc, je pense que tout le monde ici connaît ce que c'est les Appalaches. Donc, on est bien familier. On utilise rarement les Appalaches nordiques et de l'Acadie. C'est l'ensemble de l'écorégion qui s'étend sur le territoire que vous voyez là, de l'État de New York jusqu'à la Gaspésie, les provinces des Maritimes. Et ce qu'elle a de vraiment particulier, cette écorégion-là, ce n'est pas quelconque, ce n'est pas commun, c'est que l'écorégion des Appalaches nordiques et de l'Acadie renferme l'étendue de forêt tempérée continue la plus intacte au monde. Donc, c'est quelque chose dont on entend peu parler. C'est comme si on fait, pendant longtemps, on s'est surtout soucié, on a entendu parler beaucoup par exemple, des forêts équatoriales, des forêts humides, avec les enjeux qu'on retrouve en Amérique du Sud, mais on a également une forêt qui est très précieuse dans la région et des forêts tempérées, donc dans la partie plus nord de la planète, subissent vraiment beaucoup de stress en raison du développement et de l'urbanisation. Alors, c'est ici qu'on renferme aujourd'hui les étendues de forêts tempérées continues les plus intactes au monde et c'est vraiment précieux, il faut en prendre soin. Il y a eu de la science qui a été faite évidemment dans ce territoire-là, notamment par l'organisation Two Countries, One Forest, qui est aujourd'hui portée par le regroupement puis l'initiative Staying Connected. Et parmi les études qui ont été conduites, ils ont identifié, il y a déjà quelques années de ça, les endroits les plus critiques sur l'ensemble du territoire, les endroits les plus critiques au maintien de la connectivité sur le territoire de l'écorégion. Et ils sont arrivés au constat avec toute une méthodologie et ils sont arrivés à l'identification de 9 zones, donc vous voyez sur la carte Priority Linkages, donc des corridors naturels vraiment critiques au maintien de la connectivité sur l'ensemble du territoire. Et qui dit maintien de la connectivité, dit maintien des populations fauniques et par le fait même, maintien de la biodiversité. Et donc, vous voyez venir, un des 9 liens critiques un des liens critiques est les montagnes vertes. Les montagnes vertes qu'on voit ici représentées avec le cercle. Et nous, évidemment, Corridor Appalachiens, on travaille dans la portion nord, la portion canadienne des montagnes vertes du Nord.
On se rapproche de notre sujet, de notre zone d'étude. Donc, les montagnes vertes du Nord, c'est la portion de territoire sur laquelle le corridor appalachien travaille. Donc, c'est représenté par la carte que vous voyez ici. Il y a beaucoup d'informations sur cette carte-là. En bleu et en rouge, ce sont les aires protégées qui sont protégées à perpétuité. Donc, on est heureux de partager là, que collectivement, avec l'ensemble des partenaires, Corridor appalachien, tous les membres affiliés, plusieurs municipalités, ensemble, tous les acteurs sur le territoire, on a réussi à protéger plus de 16 000 hectares en terre privée pour toujours, donc avec des outils de conservation à portée légale pour la perpétuité. Et en bleu, ce que vous voyez, c'est le parc national du Montford. Ce que vous voyez ensuite en vert plus foncé, puis en mauve, ce sont les grands massifs forestiers non fragmentés. Et en mauve, les corridors naturels qui relient ces grands massifs forestiers-là. Pourquoi les grands massifs forestiers sont identifiés? Ça fait partie de notre stratégie de conservation. C'est une démarche qui est assez commune en biologie de la conservation. Donc, quand on veut planifier ou concentrer nos efforts, nos projets, donc, on fait de la planification et notre stratégie consiste à concentrer nos efforts dans les grandes forêts peu fragmentées que vous voyez en vert foncé et également dans la protection des corridors naturels afin que les espèces puissent se déplacer et migrer et répondre à l'ensemble de leurs besoins. Et les grandes forêts non fragmentées, elles sont essentielles pour soutenir les grands écosystèmes qui sont des milieux qui permettent d'avoir une résilience dans les écosystèmes présents et sont capables de soutenir effectivement des populations des espèces qu'on retrouve ici sur le territoire. On pense notamment à l'orignal, à l'ours noir, au lynx roux, au pécan, à de nombreuses espèces d'oiseaux de forêts d'intérieur. Donc, en protégeant les grands massifs forestiers et les corridors naturels, c'est une des façons de nous assurer qu'on couvre le plus possible de diversité d'écosystèmes, d'habitats et qu'on protège bien nos espèces. Alors, je vous amène, donc ça, c'était l'introduction. Je vous amène sur l'enjeu de l'écologie routière, ce qui va mettre la table au projet pour l'autoroute 10. Donc, juste une petite mise en contexte par rapport aux routes et la faune. Ça nous paraît un peu évident, mais si on prend un pas de recul, puis on se dit, c'est quoi la problématique avec les routes? Bien, ce qui se passe globalement, c'est le contexte, c'est que la faune, naturellement, a besoin de se déplacer librement dans son habitat, sur son territoire. Pourquoi la faune se déplace? Bien, les jeunes vont quitter les parents pour trouver un nouvel habitat pour répondre à leurs besoins. Ils ont besoin de s'abreuver, chasser, s'alimenter, trouver des nouveaux partenaires pour la reproduction. Et quand on construit des routes au milieu des habitats naturels, comme c'est le cas ici dans la région, on est dans un habitat de grande qualité, d'importance. Donc, la route se retrouve à être traversée régulièrement, souvent par des espèces fauniques qui ont besoin de se déplacer. Donc, la route se retrouve au milieu de leur habitat et évidemment, des véhicules peuvent entrer en collision avec la faune. Ces collisions-là, non seulement elles causent de la mortalité pour la faune, mais également elles sont problématiques pour les usagers de la route. Donc, des collisions qui peuvent être coûteuses, qui peuvent avoir des conséquences importantes pour la vie, quand on pense à la grande faune, notamment aux collisions avec les orignaux. Et donc, ça coûte très cher aussi pour la société, les collisions avec la faune, notamment sur des routes à voie rapide. Alors, on constate partout sur la Terre, on le sait, le constat est clair. Donc, la construction puis la mise en place de nouveaux réseaux routiers, au final, ça a comme conséquence de fragmenter les habitats, ça augmente les risques de collision avec la faune et ça limite les tailles d'habitats disponibles pour les espèces fauniques. Au Canada, on estime qu'à chaque heure, il y a de 4 à 8 collisions avec la grande faune sur l'ensemble du territoire canadien. C'est vraiment beaucoup. Donc là, ça n'inclut pas évidemment toutes les petites espèces fauniques. Là, on parle de grandes faunes, de cervidés, ours noirs, orignaux, etc. Et au Québec, selon les données du MTQ, on estime qu'il se produit plus de 7000 accidents routiers impliquant la grande faune à chaque année. Donc, c'est une problématique qui est vraiment réelle.
et qui est bien documenté. En ce qui a trait à l'autoroute 10, donc la portion qui traverse le territoire sur lequel on travaille, bien, ça fait quand même longtemps que que des constats, ces constats-là initiaux ont été faits. Et c'est ce qui était un peu le moteur pour lancer la démarche autour du projet qui vise spécifiquement l'autoroute 10. Donc, l'autoroute 10, bien évidemment, on n'a qu'à regarder le territoire, regarder les cartes. On comprend très rapidement que l'autoroute 10 scinde en quelque sorte la portion québécoise des Montagnes Vertes aux deux, en étant vraiment un axe routier très large, important, avec un fort achalandage d'est en ouest, et dans les deux sens, excusez. Et on sait aussi que ça génère des centaines de collisions avec la faune à chaque année. Si on met l'ensemble des espèces fauniques, c'est vraiment plusieurs centaines. Si on parle de grande faune spécifiquement, là, cerfs, et en montant, donc on parle de près de 300 collisions avec la grande faune seulement dans cette portion-là de l'autoroute à chaque année. Donc, c'est vraiment très important. Donc là, pour visualiser la localisation de l'autoroute 10 au sein du territoire. Donc, rappelez que c'est un territoire naturel de grande importance qui va du sud du Vermont jusqu'au nord du massif du Montford et qui a une importance clé pour le maintien de la connectivité sur l'ensemble du territoire. Beaucoup d'espèces fauniques sont présentes, des espèces à grands domaines vitaux, et l'autoroute 10 qui est présente à cet endroit-là, qui se déploie là, de part et d'autre de grands habitats forestiers d'importance. Donc, ce qui s'est passé avant d'arriver à présenter le plan d'ensemble, le plan de connectivité pour l'autoroute 10 que nous avons réalisé et dévoilé récemment. Donc, il y a vraiment plusieurs années là, de travaux, de recherche, d'études qui ont été faites en amont. Donc, on ne s'est pas levé comme ça l'année passée en disant on va faire un plan d'ensemble puis on va avoir l'ensemble des recommandations. Donc, c'est vraiment de multiples jalons qui ont été posés au fil du temps. Donc, la collaboration a vraiment commencé en 2013-2014 avec le ministère des Transports relativement à l'autoroute 10. Donc, ça nous intimidait quand même un peu au début. Là, c'est une vision ambitieuse d'oser se pencher sur cette problématique-là, mais on l'a pris partie de bouchée, puis ça avance bien. Alors, on a d'abord fait un protocole d'identification qui précisait la méthode employée pour arriver à faire les recommandations qu'on a aujourd'hui. On a fait toutes sortes d'études de travaux. Donc, par exemple, on a délimité les corridors naturels, écologiques qui se trouvent de part et d'autre de l'autoroute sur l'ensemble de notre territoire, les trucs en mauve qu'on voyait tout à l'heure. On a fait de l'analyse des infrastructures en place. Donc, sous l'autoroute, quelles sont toutes les infrastructures qui sont là, des ponceaux, excusez-moi, des culverts, en tout cas, toutes sortes de ponceaux, des voies ferrées, toutes les infrastructures qui étaient sous-jacentes à l'autoroute. Donc, on les a qualifiées pour déterminer si elles étaient capables de laisser passer ou non les espèces fauniques. On a installé des caméras, des dizaines de caméras pour pouvoir comprendre les mouvements fauniques sur ces infrastructures-là, s'ils les utilisaient ou non. Il y a eu également des survols aériens, des analyses géomatiques, l'identification des mouvements fauniques, l'identification des secteurs dans lesquels la mortalité faunique était la plus élevée. Donc ça veut dire relever des carcasses, un projet pilote qui avait été mis en place avec le NTQ, des études complétées avec l'Université Concordia, notamment pour relever toute la petite faune en détail. Donc, vraiment beaucoup, beaucoup de données. Et donc, c'est tout ça qui a été mis ensemble pour arriver à composer ce qu'on appelle le plan connectivité pour l'autoroute 10. Prendre un petit temps de pause, une petite gorgée d'eau. Alors, en fait, donc, dans le plan, il y a 4 secteurs prioritaires, 4 secteurs critiques. Et donc, nous avions déjà, au fil des différentes études, corroboré avec les analyses de la mortalité routière sur l'autoroute 10, on était déjà arrivé à la conclusion qu'il y avait 4 zones prioritaires, donc que vous voyez là, A, B, C, D. Et donc, ce sont des zones où
l'habitat est de haute qualité, où il y a des corridors naturels et également où il y a beaucoup de collisions sur l'autoroute. Donc, la première zone est entre les deux Montérégiennes, Bromont-Shefford. La deuxième est dans le secteur de Saint-Étienne-de-Bolton, Stukely-Sud, ça touche un petit peu à Saint-Étienne, Bolton-Ouest, Stukely-Sud. La zone C, c'est entre Saint-Étienne et Eastman. Et la zone D, elle touche, c'est juste au sud du Parc national du Montford. Et là, on est à Austin jusqu'à Magog. Donc, pourquoi on voulait faire un plan? En fait, en quoi ça consiste le plan? Donc, en fait, c'est un ensemble de recommandations. Donc, nous savions qu'il y avait des problématiques à des endroits. On savait qu'il y avait des zones qui concentraient les collisions, mais on voulait arriver avec un document, avec une planification pour pouvoir s'asseoir et rencontrer le ministère des Transports, le gouvernement du Québec et arriver avec des recommandations précises et des solutions sur qu'est-ce qui devrait être mis en place, combien de passages il manque, où il y a juste des optimisations à faire. Donc, le tout afin d'avoir une vision complète des recommandations à déployer pour pouvoir avoir un document pratique pour engager le gouvernement québécois dans cette vision-là. On cherchait aussi à avoir un appui politique à cette vision-là, et plutôt que de juste dire que c'est important, la connectivité, qu'il faut des passages. Donc, l'idée, c'était vraiment d'avoir un document, une pièce maîtresse avec nous, avec l'ensemble de ces recommandations-là, pour pouvoir aussi le présenter à un ensemble de parties prenantes. Donc, on l'a présenté aux municipalités, au MRC, aux différents députés, aux ministères. Et donc, tout ça dans le but de recommander l'optimisation des structures existantes et de pouvoir planifier la construction de nouveaux passages et de clôtures, évidemment aussi avec une vision de protéger les milieux naturels de part et d'autre de ces zones-là visées. Donc, les résultats du plan. Bon, là, sur une carte comme ça, c'est pas très. C'est sûr, je ne peux pas présenter évidemment tout le plan. C'est un document quand même exhaustif, à portée scientifique. C'est un document qui fait plus d'une centaine de pages. Je vous présente vraiment juste les résultats synthèse. Donc, tout à l'heure, vous voyez, il y avait 4 zones prioritaires. Donc là, les zones ont été découpées, en fait, affinées en 7 secteurs prioritaires. Excusez, j'utilise encore le mot prioritaire. Mais donc, 7 secteurs plus détaillés où il y a vraiment des recommandations d'aménagement de passages phoniques. Alors, la zone 1, vous voyez tout à l'heure, c'était beaucoup plus large. Il y avait un secteur où on concentrait des problématiques là. Donc là, on est allé beaucoup plus en détail. Donc, il y a dans le plan 7 zones qui sont identifiées, qui sont beaucoup plus restreintes. Et pour chaque zone, il y a une série de recommandations des infrastructures actuelles à optimiser ou des nouvelles infrastructures à mettre en place. Quand vous m'entendez dire une infrastructure optimisée, c'est peut-être pas évident pour tout le monde, mais je vais donner un exemple, 2 exemples assez évidents. Donc, imaginez un ponceau qui traverse, sous l'autoroute, qui longe un cours d'eau. Alors, disons qu'il n'y a pas de zone à sec au sol. Bien, on peut installer, par exemple, une tablette pour la faune à l'intérieur de ce ponceau-là. Donc, c'est une modification, un ajustement qui est relativement peu coûteux et qui va permettre à toute une série d'espèces, donc on parle de moyenne faune, donc on pense à des pécans, des renards, donc qui vont pouvoir utiliser même des lynx, qui vont pouvoir utiliser ces tablettes-là, qui autrement n'auraient pas utilisé cette infrastructure-là parce qu'il y a de l'eau au sol. Un autre exemple classique qui est une des situations sur la portion de l'autoroute 10 qui nous concerne, une voie ferroviaire, donc vraiment un gros viaduc très large. Et de part et d'autre de la voie ferrée, on retrouve vraiment un granulat très, très grossier, donc des grosses pierres. Et ça fait en sorte que les ongulés, donc les orignaux, les cerfs, les chevreuils ne peuvent pas utiliser ce substrat-là parce que c'est trop gros pour leurs pattes. Alors, si on change, par exemple, la granulométrie, si on mettait du sable, puis on recouvrait ça avec
de la terre, donc une partie pour qu'en même temps ça reste sécuritaire pour la voie ferrée, bien, ça permettrait aux espèces, à toute une autre série d'espèces d'utiliser ces passages-là. Donc, c'est comme ça, fait que on regarde l'infrastructure, si elle a un bon potentiel pour être utilisée, toute la science qui est derrière, des recommandations, mais en plus de ce que j'évoque, l'optimisation des structures existantes, le plan renferme aussi d'autres recommandations, donc d'infrastructures à mettre en place. Donc, pour l'ensemble de la zone d'études, donc de Grimby à Magog, on recommande la mise en place de 4 passages dédiés à la grande faune. Donc, ça veut dire des infrastructures larges avec une hauteur de dégagement adéquate pour des espèces comme l'orignal, pardon. Et on recommande également l'installation de 7 passages pour la petite et la moyenne faune. Donc, on optimise ce qui est là, plusieurs. On aménage 4 passages pour la grande faune, 7 passages pour la faune. Et ultimement, quand les passages sont en place, on recommande également de clôturer l'ensemble du tronçon de la zone d'étude. Donc, pourquoi il faut clôturer? C'est évidemment pour accroître l'efficacité des passages fauniques. Donc, en mettant des clôtures à faune, ce que ça va faire, c'est que ça va agir un peu comme un entonnoir. Ça va vraiment guider la faune qui longe l'autoroute, qui longe la route. Donc, elle va circuler comme ça, elle veut se déplacer jusqu'à temps qu'elle rencontre un endroit où elle peut passer de façon sécuritaire. Comme ça, vraiment, on vient rejoindre l'enjeu de la sécurité routière et on accroît l'efficacité des passages fauniques avec des clôtures adéquates. Le tout a été estimé selon les données les plus probantes qu'on a en indexant les données dans la littérature. C'est un budget qui est estimé de 110 à 140 millions de dollars pour l'ensemble des recommandations. Puis, nous, ce qu'on préconise également, c'est de viser quand même une période de temps, je dirais, réaliste pour mettre tout ça en place. Donc, Corridor appalachien ne demande pas, par exemple, au gouvernement de déployer ces passages-là guidés uniquement pour l'utilisation par la faune dans les prochaines années. Comment dire? Ce qu'on recommande à la place, on est un peu plus pragmatique ou réaliste. On demande à ce qu'il y ait une collaboration, il y ait une planification commune avec le ministère des Transports. Et quand il y a des opportunités, quand il y a des travaux de réfection qui vont se déployer sur l'autoroute 10 dans les secteurs qu'on a vus tout à l'heure prioritaires, c'est qu'à ce moment-là, d'intégrer les recommandations de passage faunique. Donc, l'autoroute 10, c'est une infrastructure qui est vieillissante. Elle a près de 60 ans. Alors, c'est sûr qu'il y a tout un calendrier de réfection et c'est pour ça qu'on a ciblé le 20 ans, parce qu'a priori, d'ici à 20 ans, l'ensemble de ces zones-là vont avoir fait l'objet de travaux de réparation, de changement. Et donc, c'est de s'arrimer sur ce calendrier-là de réflexion pour à chaque fois venir mettre en place ces recommandations-là. Cette photo-là, on l'aime beaucoup parce que c'est pas une photo, là, c'est écrit Corridor appalachien, Université de Concordia. C'est une photo d'un lynx roux. Et vous voyez qu'il est dans un passage faunique. Et cette photo-là, elle a été prise sous l'autoroute 10, dans la zone de Magog, près de la sortie, pour ceux qui connaissent la sortie 115, où il y a la halte routière avec station-service, etc. Et donc, la photo a été captée une semaine seulement après l'ouverture du passage faunique. Donc, il y a eu une opportunité. Le ponceau devait être refait. Donc, il y avait des enjeux de l'habitat du poisson, donc avec j'allais dire Service canadien de la faune, mais avec le ministère, le MPO, le ministère Pêche et Océan. Et donc, il y a eu une collaboration, une planification pour tenir compte de l'habitat aquatique avec le MTQ. Et ce faisant aussi, ils nous ont mis, on a collaboré à la planification. Donc, on a fait des recommandations qui tenaient compte de la réalité topographique, la réalité du milieu de cet habitat-là. Donc, notre recommandation, ça a été d'ajouter une voie comme une tablette que vous voyez que les espèces terrestres peuvent utiliser. Donc, le ponceau ne pouvait pas être surdimensionné de façon à avoir un pied sec naturel de chaque côté. Donc, une forme de tablette pour la faune.
Et vous voyez également en haut à droite, il y a un autre type de tablette qui est installée là également pour d'autres espèces fauniques. Et c'est vraiment impressionnant le nombre d'espèces qui utilisent ce passage-là. Donc, c'est une belle réussite. Ça vient corroborer l'importance de mettre en place des passages fauniques. Et c'est d'autant d'espèces qu'on ne retrouve pas mortes sur nos routes. Alors, ce lynx-là semble nous remercier. Il nous fait un petit sourire à la caméra. Alors, on l'aime beaucoup. Alors, voilà, fait que le plan d'ensemble pour l'autoroute 10, le plan de connectivité, vise donc évidemment à ce que les travaux soient optimisés afin d'être réalisés dans le cadre de projets d'entretien, comme je disais. Puis les solutions proposées sont basées vraiment sur la science, mais également sur les meilleures pratiques de l'industrie et les études les plus concluantes en matière d'écologie routière, de passage faunique efficace. Et là, j'arrive maintenant à peu près en fin de présentation. C'est parfait, c'est bon dans le temps. Donc, pourquoi on considère que c'est un projet essentiel? Bien, tout d'abord, pour soutenir les mouvements fauniques et le maintien de la biodiversité. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on a vu, j'ai commencé avec la carte, je vous ai parlé du rôle qu'a les changements climatiques sur la faune. Donc, en fait, de veiller à maintenir et restaurer la connectivité. C'est une forme de police d'assurance qu'on peut offrir à nos espèces fauniques pour pouvoir, excusez, là, je suis allée au deuxième point, le changement climatique. Enfin, donc, pour permettre les déplacements fauniques et le maintien de la biodiversité. Donc, on sait la fragmentation par les réseaux routiers menace le maintien de la biodiversité et l'autoroute 10 agit comme une barrière pour de nombreuses espèces. Et donc, ce faisant, on permet aux espèces de s'adapter au changement climatique. Ça permet également d'accroître de façon importante la sécurité des usagers sur l'autoroute 10. Ça permettrait également de pérenniser les investissements en conservation en terre privée. Il y a eu vraiment beaucoup d'efforts, de dons écologiques, d'investissements par les différents paliers de gouvernement, par des fondations privées pour la conservation dans la région des Montagnes Vertes. On estime à près, ou je dirais même un peu plus de 150 millions de dollars, les sommes qui ont été investies au cours des 25 dernières années en conservation. Donc, de venir rendre l'autoroute 10 plus perméable pour la faune, de faciliter les déplacements. C'est une façon également de pérenniser les investissements en conservation et de façon de s'assurer qu'on limite le moins possible le maintien des écosystèmes, des fonctions écosystémiques dans nos aires protégées. Ça contribuerait également au maintien des écosystèmes du Parc national du Montford. J'en ai peu parlé dans la présentation. J'aurais dû mettre l'emphase sur le Parc national, mais le Parc national du Montford, il est juste au nord de l'autoroute 10, dans la zone Montford, près de Magog-Gosselin. Et somme toute, c'est relativement parlant un petit parc national à l'échelle de l'ensemble des parcs nationaux qu'on retrouve au Québec, au Canada, et avec une zone, évidemment, qui subit quand même certaines pressions du côté de Sherbrooke, du côté de Magog, de la villégiature, beaucoup qui se développe aussi du côté d'Eastman. Alors, de veiller au maintien de la connectivité en périphérie du parc national, c'est une façon vraiment directe de contribuer au maintien des écosystèmes du parc. On a fait le dévoilement du plan de connectivité autoroute 10 au mois de septembre dernier et on a choisi de le faire en collaboration avec une partie prenante essentielle sur le territoire avec des représentants municipaux. Alors, on a une douzaine de maires qui se sont joints à notre démarche pour venir appuyer et être avec nous lors du lancement et faire une déclaration pour reconnaître l'importance de la connectivité et d'investir dans les passages fauniques sur l'autoroute 10. Alors, on était bien heureux de ça. Et évidemment, il y a beaucoup d'appui. Ça attire beaucoup l'attention. Donc, à ce moment-là, il y a eu une belle couverture médiatique, vraiment dans différents journaux, dans les différents, la télé, Radio-Canada, Novo, etc. Donc, on est très heureux de l'intérêt que ça suscite. Puis, on a également le soutien de nombreuses organisations.
On en a parlé à nos partenaires naturels, que sont les municipalités, comme j'ai dit, les MRC. On a des résolutions d'appui. On veut aussi en parler encore plus à vraiment tous nos partenaires de conservation, nos membres affiliés. On a également présenté le plan à des organisations comme le Conseil régional d'environnement de l'Estrie, même à l'Association touristique régionale des cantons de l'Est. Et tout le monde, en fait, semble emballé voilà, de cette planification-là. Puis, ben, tout le monde trouve que c'est plein de bon sens et donc, ils appuient largement la proposition. Alors, nos prochaines étapes à nous, ben, on veut continuer de faire connaître ce projet dans la communauté. C'est des investissements à terme qui sont quand même significatifs. Et nous, on veut se faire un devoir que la communauté, les gens comprennent les justifications derrière ce projet-là. Et c'est pour ça notamment qu'on fait la rencontre d'aujourd'hui, qu'on en parle dans notre bulletin, qu'on en parle dans les médias sociaux. Et plus il va y avoir de l'adhésion, plus les gens vont supporter cette vision-là, mais ça va être un élément aussi de prise en compte dans la décision. On estime que ça va être un élément de prise en compte dans la décision du gouvernement d'aller de l'avant avec les recommandations. Puis évidemment, dans nos prochaines étapes, on a fait les rencontres gouvernementales avant les élections. Là, il y a eu la composition du cabinet il y a environ un mois, 4 semaines. Et donc là, on veut reprendre la discussion avec le gouvernement pour voir l'ouverture et la possibilité de mettre en œuvre les recommandations du plan d'ensemble avec le ministère des Transports et le ministère de l'Environnement qui a aussi maintenant la responsabilité de la faune et des parcs. Donc, vous, présents aujourd'hui, si vous dites qu'est-ce qu'on peut faire, ben en fait, déjà que vous soyez là, que vous soyez venus, c'est déjà apprécié, ça démontre votre intérêt dans ce projet-là. S'il y a des organisations présentes autour de la table, évidemment, s'il y en a qui veulent nous acheminer, nous faire une résolution d'appui, c'est toujours très, très précieux. Donc, évidemment, on va monter tout un dossier relativement à l'appui dans la communauté. Puis, on a un modèle de résolution d'appui s'il y en a qui sont intéressés par ça. Vous pouvez tout simplement en parler autour de vous, que les gens sachent qu'il y a cette planification-là, que c'est important. Vous nous suivez sur nos réseaux sociaux, partager les bonnes nouvelles, puis même exprimer sur les commentaires ce que vous pensez de cette proposition-là. Juste pour vous dire qu'on a fait le lancement le 12 septembre dernier sur la Voix de l'Est, Radio-Canada, Novo, sur notre site. C'est impressionnant. Je pense qu'on n'avait jamais eu un projet qui avait suscité autant de réactions. Pour chacune de ces plateformes-là, il y avait genre plus d'une centaine de commentaires des gens de la communauté. Et vraiment, c'était 90-95%, c'était vraiment très, très positif. Alors ça envoie un signal qui est intéressant au gouvernement pour prendre ses décisions d'investissement. Alors, j'ai terminé la présentation. Donc, je réitère nos remerciements, premièrement à vous tous, aux membres de mon équipe, et évidemment à nos précieux partenaires financiers, donc le gouvernement du Québec, Fondation de la Faune, Environnement et Changement climatique Canada, la Fondation ECO, Hydro-Québec, et je rappelle que Corridor Appalachiens est membre de l'Initiative québécoise des corridors écologiques. Voilà. Merci, Mélanie. Donc, on va vous donner la parole. On a quelques questions dans le chat. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les laisser. Donc, on a... Attendez un petit peu. Madame Amel qui aimerait la résolution. Donc, c'est parfait. On vous envoie ça avec plaisir. Si vous la voulez, je vous ai écrit avant la conférence. Vous avez mon adresse courriel. Donc, s'il y a des petites choses par la suite, n'hésitez pas à m'écrire. On nous demandait le projet du ponceau avec le lynx, si ça a été fait avant l'annonce du plan. Donc, oui. Vous pouvez prendre la parole, hein? Allez-y. Pas d'autres questions? Parfait. Oui, une question. Oui, M. Piette. Bonjour, oui, André.
Salut, Véronique. Frédéric, excuse. Mélanie, tu as mentionné 20 ans environ, là, la période sur laquelle se réaliserait ce projet fantastique. Si on essaie de, tu sais, comme tous les projets qui sont intéressants, qui ont des bénéfices importants, on voudrait qu'il y en ait le plus qui se fasse dans le début des 20 ans que dans la fin des 20 ans. Connaissant les gouvernements, les changements, tout ça, on ne contrôle pas ce niveau de décisionnel. Actuellement, selon ce que tu peux envisager au meilleur de ta connaissance, est-ce qu'on connaît ou on pourrait mettre un pourcentage de réalisation dans les 5 premières années? Ça serait-tu comme, tu sais, comme 25 5 on ne le sait pas, la moitié? C'est vraiment une bonne question, André, puis je peux pas m'avancer parce que il faut d'abord qu'on s'assoie avec, puis Clément, tu viendras bonifier, là, mais moi, je pense qu'il faut d'abord avoir ce moment-là où on va s'asseoir avec le ministère des Transports puis le ministère de l'Environnement, puis regarder la planification des zones où il y a vraiment des travaux de réflexion importants dans les zones prioritaires. Puis ça n'a pas encore été fait. Tu sais, auparavant, le ponceau à la sortie 115, quelqu'un a posé la question, est-ce que ça a été fait avant le plan? Il faut comprendre qu'il y a une collaboration qui est amorcée avec l'ANTQ déjà depuis plusieurs années. C'est sûr qu'il y a eu, par exemple, cette opportunité-là qui s'est présentée, puis on l'a saisie, puis on a fait des recommandations. Donc, en quelque sorte, il y a quelque chose de déjà amorcé, mais je ne sais pas à cette étape-ci si en un quart de la période, ça va être 25 ou 35 ou 50 je n'en ai aucune idée. Pourriez-vous penser, juste finir sur ce point-là, pourriez-vous penser en même temps que ces discussions-là vont avoir lieu avec les ministères, etc., de lancer en même temps une grande campagne de communication au niveau de la région pour que les citoyens comme nous, les organisations, puissent faire connaître leur intérêt que ça doit s'activer et pas juste mettre ça comme quelque chose à faire dans le futur? Comme une campagne, si tu veux. T'sais, on lance la campagne des traverses. Je ne sais pas trop comment on pourrait l'appeler. Oui, Frédéric et moi, on sourit parce que ce matin, on avait un brainstorm à cet effet-là. Là. Donc, effectivement, ça prendrait, faudrait que ce projet-là, incluant aussi l'importance écologique du territoire des montagnes vertes, les espèces menacées, les espèces rares qu'on trouve sur le territoire. Évidemment, idéalement, on aimerait avoir beaucoup plus de capacité en communication, puis en faire parler, puis que ça contribue à ce mouvement-là de mobilisation pour la protection de la biodiversité dans la région. Donc là, on n'en a pas un, mais on aimerait ça, oui. C'est une excellente idée. OK, parfait. Merci. Peut-être ce qu'on peut rajouter, c'est que au niveau de l'aménagement des passages fauniques, ce n'est pas nous qui est maître d'œuvre. Par contre, au niveau de la conservation, oui, avec nos membres affiliés puis nos partenaires. Donc, de notre côté, plus on va assurer la protection des milieux naturels limitrophes à l'autoroute 10, bien, plus le ministère des Transports, les gouvernements vont être intéressés à investir des sommes dans les passages fauniques parce qu'ils vont savoir que les sommes investies vont pouvoir bénéficier à long terme finalement. Donc, ça, c'est notre rôle aussi là, de faire connaître l'importance de la protection des milieux naturels en même temps que le travail au sein du ministère va s'accomplir. Merci, Clément. Madame Peters, vous avez une question? Oui, en fait, dans les 140 millions prévus, là, il me semble que je n'ai pas vu de construire l'autoroute comme l'image le montre. Là, c'est juste l'adaptation des infrastructures souterraines, là, 140 millions. Puis, avez-vous une idée de c'est quoi ça coûterait? Ou avez-vous envisagé de mettre des autoroutes comme ça, comme il y a sur les images, et combien ça coûterait? Vous voulez dire un passage aérien? Oui. Un viaduc pour la faune? Oui. Dans les 140 millions, il y a les passages à grande fonde qui sont intégrés dans le budget. C'est certain qu'on n'a pas identifié 4
des passages à grande fonte recommandés, qu'ils soient tous des passages aériens. Donc, ça pourrait être des passages sous-jacents à l'autoroute aussi qui risquent de coûter moins cher. Mais ça en fait partie. Ça fait partie des 140 millions budgétés. OK. OK. Puis, avez-vous aussi des suggestions toutes prêtes à donner pour les routes à numéros qui ont aussi des problèmes? Parce que je sais qu'à certains endroits, j'en ai déjà vu des très anciens où il y avait exactement le passage comme vous avez montré, là. Mais est-ce qu'il y a, pour la voirie, mettons qu'on a besoin de faire sur une route, dont la route à numéro, c'est MTQ, là. Mais sur les routes à plus grand passage, est-ce que vous avez comme un petit livret de suggestions aussi pour les mêmes ponceaux adaptés? Oui, ben en fait, on a une responsable là, à Corridor Appalachien qui a comme projet d'élaborer un petit fascicule, là, notamment pour les municipalités, justement, pour émettre des recommandations sur les ponceaux là, qui sont sous leur responsabilité. Merci. Bravo. Merci. Merci. Mais ceci dit, en fait, juste en complément, là, Mme Peters, vous le savez, hein, il y a le projet aussi sur la route de 45, le passage à Tortue avec le MTQ, là, sur lequel on a été directement impliqués, là, mais c'est bien qu'il peut y avoir des recommandations générales. C'est sûr que pour prendre la décision d'investissement comme ça, c'est toujours recommandé d'avoir de la science derrière qui confirme l'utilisation, les collisions, qu'il y a une prise en compte de l'espèce ciblée, la menace réelle que représente la route. Parce que des routes, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Il y en a partout. On est champion au Québec, peut-être, là, du nombre de kilomètres de route par habitant. Alors, il faut faire des choix et d'où l'importance d'avoir de la science quand même derrière, des données écologiques qui viennent supporter les décisions d'investissement dans les passages publics. Oui, merci. On a une question concernant les coûts associés aux collisions routières. Moi, je l'aime bien, cette question. Je trouve qu'elle est très parlante. On a fait faire une étude avec une économiste, une professeure en économie de l'Université de Sherbrooke, parce qu'on savait que cette donnée-là était probante. Nous avions simplement, en écologie routière, les gens utilisaient toujours les mêmes données qui venaient des États-Unis et qui dataient je crois, de 2010. Donc, on a fait faire une mise à jour de cette estimation-là des coûts. Je crois que c'est en 2014 ou en 2015, Clément? 2015, je me souviens bien. Et donc, on l'a fait faire par un professeur en économie à l'Université de Sherbrooke. Et on est arrivé aux sommes, à ce moment-là, c'était mettons, en moyenne, 7 000 $ de coûts de collision avec un cerf de Virginie et 33 000 $, je crois, par coup de collision avec les orignaux. À ce moment-là, on avait comme un peu mis nos données à l'épreuve avec le MTQ. Et pour une raison que j'ignore, en fait, ces données-là étaient confidentielles parce qu'eux ont évidemment également une méthodologie puis une estimation des coûts. Et on nous a dit que ces données-là étaient très conservatrices et que c'était même un peu plus haut. Et donc, si on fait l'indexation de ces données-là sommairement avec les années, puis l'orientation qu'on a eue du MTQ, on peut, de façon conservatrice, parler d'à peu près 10 000 $ par coup de collision avec un cerf de Virginie, puis autour de 50 000 $ avec une collision avec un orignal. Mais on n'a pas de chiffre plus précis que ça en date d'aujourd'hui, mais on a quand même une étude derrière là, qui a quelques années qui supportait ça. J'espère que ça répond bien. Monsieur Aymon, vous avez levé la main? Oui, bonjour. C'est plus peut-être un commentaire. Bien sûr, comme tout le monde, on est enchanté par le projet et il est à peu près temps. N'importe qui circule sur les routes voit, c'est l'hécatombe constamment. Donc, mais c'est par rapport à votre façon de communiquer à la communauté. Comme architecte et aménagiste, je sais l'importance d'avoir des documents techniques qui peuvent nous appuyer dans la rédaction des plans et devis.
Donc, adapter des documents qui existent déjà pour la réalisation de passages, par exemple, pourrait permettre à des ingénieurs civils qui sont mandatés de faire un projet d'avoir à la portée de la main l'information requise au niveau technique. Parce qu'il faut, puisque nous ne pouvons pas implanter le projet aussi rapidement que tout le monde sait que ça devrait se faire, on pourrait donner cette occasion aux professionnels qui sont chargés par les mandats de réaliser des projets. Donc, ça va les gens qui vont en campagne, qui ont des maisons de campagne, qui font des projets, auront ces outils-là. Parallèle à ça, j'approcherai les professionnels, les ingénieurs, l'ordre des ingénieurs, l'ordre des architectes, les urbanistes, pour impliquer les membres, peut-être même créer des comités, des sous-comités, et vraiment créer ça comme un principe que nous devons, c'est bien beau faire des projets libres de la maison de campagne sur le haut de la montagne, là, mais tout le monde sait que c'est tout le contraire que écologique, là. Pourquoi pas donner des projets concrets qui changeraient réellement l'environnement. Dans votre dernière intervention, M. Aymon, quand vous dites proposer des projets, il y a les maisons LEED qui ne tiennent pas compte de leur impact dans l'implantation du milieu, mais c'est de façon générale, donc la prise en compte de l'écologie routière à l'échelle où ça se déploie ou en lien avec l'autoroute 10? Je veux être certaine de bien. Bonne question. C'est que, par exemple, au travers de notre milieu, je parle des architectes, par exemple, on va publier des magnifiques maisons juchées en haut de montagne, etc. Avec cette idée que, oui, on fait du progrès, regarde, on adresse les problèmes climatiques, etc. Tandis qu'on exacerbe tout. On achète nos Tesla, on va à la campagne, on achète notre bouffe, tout notre équipement pour faire les sorties randonnées. Donc, je pense, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a une certaine hypocrisie dans tout ça. Donc, si on commençait à peut-être en parler plus concrètement pour dire, ben, peut-être on devrait se concentrer sur des efforts concrets qui changent réellement l'état de l'environnement et le réchauffement climatique, etc. Mais ceci dit, je rajouterais que des passages phoniques, notamment des passages aériens au-dessus d'une autoroute, ça peut être un ouvrage architectural magnifique. Il y a eu des concours internationaux d'architecture pour arriver à designer les passages aériens les plus efficaces, esthétiquement, qui ajoutent de la plus-value, qui n'est pas juste une grosse structure de béton un peu quelconque au-dessus de l'autoroute, mais également qui réduisait les coûts en étant genre préconstruit pour pouvoir tout être installé rapidement sur l'autoroute et non qu'il y ait une construction sur le site, mais plus une installation. Donc, c'est un philanthrope qu'on connaît qui a supporté financièrement ce concours-là international d'architecture sur les passages aériens et il y a vraiment des trucs vraiment inspirants de ce côté-là. Là. Merci. Il est déjà 13 heures. Si vous voulez rester, peut-être qu'on peut prendre une question ou deux de plus. Sinon, ben, ceux qui doivent quitter, merci beaucoup d'avoir été présents. J'ai une question de... Ah bon, je viens de la perdre. La réceptivité du MTQ, M. Rouleau qui demande pour... quelle est la réceptivité, en fait, du MTQ face à ce qu'on propose? Clément, veux-tu répondre? Mais en fait, depuis le début, le ministère des Transports est je dirais, assez réceptif à nos recommandations puis au fait de travailler avec nous. Ça fait presque 10 ans qu'on se côtoie. Puis quand il y a des travaux de réfection qui sont
qui sont prévus sur l'autoroute 10, sur des ponceaux. Ils communiquent avec nous, ils nous demandent nos recommandations. On le travaille ensemble, notamment le ponceau dans le secteur de Magog, on l'a travaillé ensemble. Donc, c'est une belle collaboration qui s'est installée avec l'équipe régionale. Et plus récemment, lors de nos rencontres avec les députés et ministres, on a eu également une belle réceptivité à ce niveau-là. Donc là, il nous reste à travailler avec les nouvelles personnes en place suite aux élections, mais on est bien heureux là, de ce qui s'est passé au cours des derniers mois à cet effet-là. Ce qui est particulier avec l'écologie routière, c'est à la fois un avantage de cet enjeu-là, mais à la fois un désavantage. C'est comme un peu le problème de tout le monde, puis en même temps le problème de personne spécifiquement. Donc, en fait, si on regarde juste la lorgnette NTQ, ben, son mandat, stricto, là, c'est assurer le déplacement des usagers de façon sécuritaire. Alors là, quand on leur parle d'intégrer les enjeux phoniques, là, ça change, les choses changent, puis effectivement, il y a une belle ouverture à l'heure actuelle. Mais en tant que tel, ça ne relève pas de leur responsabilité à eux d'assurer le maintien des populations phoniques sur le territoire. Quand on parlait au ministère de la Faune, on a dit ah, oui, c'est vraiment important. Par contre, nous, on n'a pas d'autorité sur les routes, c'est le MTQ. Un peu la même affaire du côté du ministère de l'Environnement. Fait que c'était comme difficile un peu pour nous d'arriver à faire pogner la mayonnaise là, par rapport à cet enjeu-là. Mais là, puis aussi, on sentait que, eux, ils ne savaient pas trop dans quoi ils s'embarquaient. S'ils faisaient un passage à un endroit, c'était-tu correct? Combien de passages on allait demander? Donc, de faire l'ensemble des recommandations, là, au moins, ils savent de quoi on parle. Il y a une perspective là, dans le temps d'un nombre. Donc, là, c'est concret. Puis, là, en fait, c'est ça. Donc, comme Clément disait, avant les élections, on a saisi les autorités, M. Bonnardel, qui avait le double chapeau du ministère délégué de la région de l'Estrie, puis des Transports, qui vraiment montré une grande ouverture à mettre en place cette vision-là pour l'autoroute 10. Fait que là, on reprend les discussions. Puis un élément favorable à l'heure actuelle, c'est que là, la faune se retrouve maintenant avec l'environnement. Fait que ça va vraiment faciliter les choses. Il y a la COP 15 aussi qui s'en vient à Montréal, là, la grande conférence des parties sur la biodiversité qui se passe du 7 au 19 décembre. Donc là, il y a comme une émulation autour de la biodiversité, des dossiers positifs en environnement, puis pour la biodiversité. Donc, nous, on va un peu bâtir aussi là, sur le momentum actuel, les engagements de 2030. On va essayer aussi d'amener le ministère fédéral, le gouvernement fédéral à bord dans ce projet-là, notamment via la voie du ministère de l'Infrastructure. Les infrastructures vertes, ça nous en prend de plus en plus. Les infrastructures routières, communautaires, c'est important, mais il y a une place maintenant aussi pour les infrastructures vertes dans ces programmes-là. Donc, on voudra saisir le gouvernement fédéral pour qu'il soit peut-être éventuellement partenaire là, dans le financement de ces coûts-là additionnels pour l'autoroute 10 dans un contexte de biodiversité, de nature. Est-ce que vous allez possiblement présenter ce projet à la COP à Montréal? En partie, c'était pas facile là, de se glisser dans la COP, là, mais oui, en fait, le 8 décembre, on a été invité à un forum là, organisé par le consulat de Chine. Il y a une table ronde, puis moi, j'amène l'enjeu de l'écologie routière. Donc, très, très sommairement, je vais parler de l'enjeu de la connectivité, les résultats ici, les recommandations, en fait, ce qu'on a fait pour l'autoroute 10, mais ils veulent qu'on s'inscrive dans une perspective de faire des recommandations pour l'ensemble des nations. Donc, on va glisser un mot vraiment de tenir compte de la connectivité des corridors naturels dans le développement des infrastructures routières et même d'adapter les infrastructures routières avec justement les passages phoniques, avec toute la science qu'on appelle l'écologie routière dans les zones qui sont traversées par des routes, donc des zones sensibles qui sont traversées par des grandes routes. Fait en partie, mais pas tout à fait.
Amène ton lynx, ça va peut-être sortir comme étant l'élément qui auront tous vu, puis que le lynx va sortir sur le journal du Financial Times ou C'est whatever. vrai, c'est vrai. Une bonne idée, André. Puis on en a d'autres, hein? On n'a pas juste le lynx, là, je n'ai pas tout montré. On l'aime bien. Ouais. Peut-être pour conclure, parce que là, le temps file, mais la question qui revient souvent, c'est l'efficacité des structures qu'on met en place. Donc, peut-être Clément ou Mélanie, en fait, là, à quelle mesure pourquoi est-ce que les animaux emprunteraient ces passages-là, grands ou petits, plutôt que de traverser directement? En fait, on sait que certaines structures qui n'ont pas été aménagées pour la faune sont déjà utilisées. Notamment les structures qui sont couplées à des cours d'eau. Donc, c'est naturel pour la faune de se déplacer le long des cours d'eau sur les bandes riveraines. Donc, on sait que c'est utilisé à l'heure actuelle, puis ce n'est pas dédié à la faune. Donc, si on fait un effort pour favoriser leur utilisation, on va juste augmenter le succès de traverse de l'autoroute. Puis, en fait, combiné avec des clôtures, c'est qu'on va finir par les obliger à passer par là. Donc, le fait de les obliger, c'est que là, on va avoir un effet sur la diminution de la mortalité routière de la faune, ce qui va être très intéressant pour la sécurité du public, puis en plus, va être bénéfique pour la biodiversité. Donc, je sais qu'il y a eu d'autres installations qui ont été faites, notamment au nord de Québec, où il y a eu des suivis de l'utilisation par caméra pendant quelques années après leur aménagement et c'est fonctionnel, ça a été validé. Donc, on ne réinventera pas tous ces types de structures-là, on va s'en inspirer parce qu'on sait que c'est utilisé, puis c'est utilisé un peu partout dans le monde aussi. Le Québec, on est un peu en retard là, par rapport à ça. Il y a vraiment beaucoup de sciences là, maintenant qui existent sur les passages fauniques. Là, je dirais depuis dans les 10-12 dernières années, là, ça s'est multiplié le nombre de projets. Puis là, on a de la science parce qu'au début, il y a eu des infrastructures. Tu sais, pensez, je ne sais pas ceux qui connaissent, par exemple, le passage à Grenouille au sud du lac Brompton. Là. Il y en a qui connaissent ça, mais à ce moment-là, on parle de genre il y a 20 ans ou 22 ans que ça a été mis en place. Il n'y avait pas un programme de suivi d'utilisation ou de l'entretien, c'était nouveau. Là. Mais maintenant, il y a eu plusieurs cas comme ça qui n'avaient pas été suffisamment bien documentés. Mais là, depuis vraiment plusieurs années, la plupart des projets de passage faunique sont couplés avec des programmes de suivi d'utilisation. Fait que ça nous permet vraiment d'avoir de la bonne science sur l'efficacité, des choses à ne pas faire. Puis, il y a beaucoup aussi de partage là, dans la communauté. Tu sais, comme tantôt, j'ai évoqué Staying Connected Initiative. C'est vraiment un grand réseau. Je pense qu'il y a comme 140 groupes qui font partie de cette initiative-là. Puis on s'échange beaucoup. Tu sais, il y a de l'expertise, du know-how qui se développe. Et qu'il y a beaucoup de partage. Tu sais, on peut lever la main et dire est-ce que quelqu'un... par exemple, nous, dans le cas de la route 245, on avait dit, il y a telle situation. Est-ce qu'il y en a qui ont été impliqués directement dans de l'aménagement de passage à tortues, à reptiles et amphibiens et reptiles, voilà. Puis, donc, pas loin d'ici, donc, on est allé voir 2-3 exemples en Nouvelle-Angleterre. Donc, ils nous ont partagé les plans et devis, qu'est-ce qu'ils avaient fait, qu'est-ce qui n'avait pas bien marché, des recommandations. Fait que, aussi, en fait, il y a de la science, plus il y a de la pratique qui se développe, puis du partage d'expertise. Fait que tout ça mis ensemble, là, ça fait qu'on peut faire des recommandations vraiment intelligentes avec une bonne assurance que ça va être efficace et utilisé. Merci beaucoup.